les amis divorcés de ma femme l'ont convaincu de me faire croire à une fausse liaison pour me tester et me rendre plus attentionné, mais leur plan s'est retourné contre elle d'une manière spectaculaire, car j'ai préféré demander le divorce. Ma femme, Sarah, et moi sommes mariés depuis 8 ans. Notre vie de couple se passait bien. Pas parfaite, mais stable. Nous travaillons tous les deux à temps plein, nous avons notre routine, nos week-ends organisés, et nos soirées en amoureux, peut-être une fois par mois quand nous ne sommes pas trop épuisés par le boulot. Je pensais que tout allait bien. Pas comme au début, dans la phase lune de miel, mais bien, à la manière d'un couple marié normal qui se connaît bien, qui est à l'aise ensemble et qui n'a pas besoin d'être constamment l'un sur l'autre. Apparemment, Sarah avait commencé à parler de notre mariage avec ses amis divorcés, et elles lui ont mis en tête toutes sortes de sottises, comme quoi je n'étais pas assez attentionné, pas assez romantique, qu'elle devait me pousser à me battre pour elle, ou d'autres absurdités de ce genre. Je n'ai découvert tout cela qu'après coup, ce qui a rendu les choses encore plus douloureuses, car pendant que je vivais un véritable enfer en pensant que ma femme me trompait, elle montait tout un scénario avec ses amis amers, incapable de supporter que quelqu'un d'autre puisse avoir un mariage équilibré. Tout a commencé il y a environ 6 semaines, lorsque Sarah a changé de comportement, de façon très visible. Elle restait tard au travail, presque tous les soirs, et rentrait à la maison avec un air à la fois coupable et excité, presque mystérieux. Quand je lui demandais comment s'était passée sa journée, elle répondait vaguement et changeait rapidement de sujet. Elle s'est mise à mieux s'habiller pour aller au travail, à passer plus de temps dans la salle de bain le matin, à mettre du parfum, alors qu'elle n'en mettait jamais pour aller bosser. Au début, je me suis dit qu'elle préparait peut-être une surprise pour notre anniversaire de mariage qui arrive dans quelques mois. Mais elle a commencé à recevoir des messages à des heures inhabituelles. Elle attrapait aussitôt son téléphone lorsqu'il vibrait et le posait face contre la table. Quand je lui demandais qui lui écrivait si tard, elle me disait que c'était le boulot ou sa sœur, mais elle devenait tout agitée et sur la défensive. Il y a eu cette soirée où elle est rentrée après de minuit, en me disant qu'elle était sortie entre filles. Pourtant, elle sentait le parfum masculin, et son rouge à lèvres était effacé. Quand je lui ai posé des questions, elle a dit qu'elle avait sûrement fait la bise à quelqu'un en partant. Mais elle n'a pas pu me regarder dans les yeux en le disant. Et je ne suis pas idiot, je reconnais les signes quand quelqu'un a embrassé une autre personne. À partir de là, j'ai commencé à être beaucoup plus attentif, et les signes se sont accumulés. Elle prenait des appels dans une autre pièce, et raccrochait dès que j'entrais. Elle faisait la lessive plus souvent, d'une manière étrange, comme si elle voulait cacher certains vêtements. Elle allait directement sous la douche en rentrant du travail, ce qu'elle ne faisait jamais auparavant. Elle parlait souvent d'un nouveau collègue de son entreprise, un certain Jack, qui, selon elle, était très drôle et l'avait aidé sur un projet. Ce Jack commençait sérieusement à me travailler, car elle le mentionnait sans arrêt, puis se reprenait, comme si elle n'avait pas voulu en parler. Et quand je lui posais plus de questions, elle me répondait qu'il n'était qu'un collègue. Pourtant, elle m'avait déjà dit qu'il conduisait une moto, qu'il venait de divorcer, qu'il faisait de l'escalade, et d'autres détails personnels que l'on ne connaît pas sur un simple collègue. J'ai tenté de lui parler de la distance qui s'était installée entre nous, mais elle m'a dit que je me faisais des idées, qu'elle était juste fatiguée et stressée par son travail, qu'elle avait besoin d'un peu d'espace. Mais plus je lui laissais cet espace, plus son comportement devenait suspect. Je ne suis pas du genre à fermer les yeux et faire comme si tout allait bien quand ça ne va pas. Le point de rupture a eu lieu il y a 2 semaines, lorsqu'elle m'a dit qu'elle allait dîner avec sa sœur. Mais ce soir-là, j'ai croisé sa sœur au supermarché. Quand je lui ai dit que Sarah était censée être avec elle, elle a eu l'air totalement surprise, et m'a assuré qu'elle n'avait rien prévu avec Sarah. Là, j'ai su. Elle mentait, et sûrement pour voir ce fameux Jack. Le soir même, je l'ai confrontée dès son retour. Je lui ai demandé, franchement, si elle avait une liaison. Elle s'est effondrée en larmes, m'accusant de douter d'elle, en me disant qu'elle m'aimait et qu'elle ne me tromperait jamais. Pourtant, elle était incapable de m'expliquer où elle avait vraiment été, ni pourquoi elle avait menti à propos de sa sœur. Et quand quelqu'un ne peut pas donner une réponse claire à une question aussi simple, c'est qu'il cache quelque chose de bien plus grave. Je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai repensé à tous les signes, à tous les mensonges, à la façon dont elle m'avait pris pour un imbécile pendant des semaines. Et j'ai compris que je ne pouvais plus vivre comme ça, dans cette incertitude, à me demander chaque jour si ma femme me restait fidèle. J'ai décidé qu'il fallait que je découvre la vérité, ou que je mette fin à tout cela. J'ai commencé à chercher un détective privé, parce que j'avais besoin de preuves avant d'agir. Je ne l'ai pas encore engagé, mais je me suis renseigné sur les avocats spécialisés en divorce, pour savoir quelles étaient mes options. J'étais mentalement en train de me préparer au pire, à devoir tout recommencer à zéro, parce que ma femme m'aurait trompé avec un type divorcé de son bureau qui fait de la moto et de l'escalade. Mais mardi dernier,
tout a basculé. J'ai appris la vérité, mais d'une manière terrible. L'amie de Sarah, Sophie, m'a appelé complètement ivre. Elle a commencé à parler sans filtre, disant qu'elle était fière de Sarah d'avoir enfin écouté leurs conseils, qu'elle m'avait rendu jaloux, et que ça marchait super bien, car j'étais à nouveau plus attentionné avec Sarah. Je ne comprenais rien. Je lui ai demandé de s'expliquer. C'est là que tout est sorti. Apparemment, Sarah et ses copines divorcées, Sophie, Isabelle et Valérie, avaient monté ce plan depuis plusieurs mois. Une fausse liaison, pour me rendre plus romantique. Elles avaient persuadé Sarah que le meilleur moyen de faire comprendre à un homme ce qu'il a, c'est de lui faire croire qu'il risque de le perdre. La logique la plus tordue que j'ai jamais entendue. Sophie m'a dit qu'elles avaient même aidé Sarah à inventer tous les détails à propos de ce Jack, qui apparemment existe vraiment, c'est un collègue, mais avec qui elle n'a jamais eu de conversation au-delà des échanges professionnels de base. Elle lui donnait des conseils pour qu'elle se comporte de manière suspecte et secrète, afin que je pense qu'elle me trompait, et elle trouvait ça hilarant. Elles étaient fières que leur plan fonctionne si bien, et que je me comporte enfin comme un mari jaloux qui se bat pour sa femme. J'ai raccroché au nez de Sophie et je suis resté là, assis pendant au moins 1 heure, à essayer de digérer ce que je venais d'entendre. J'ai traversé toutes les émotions possibles. D'abord, j'ai ressenti un soulagement énorme, parce qu'elle ne me trompait pas vraiment. Ensuite, j'étais complètement perdu. Pourquoi une épouse ferait-elle ça à son mari? Puis, je me suis mis dans une colère noire, une rage que je n'avais jamais ressentie de toute ma vie, en réalisant que ma femme m'avait torturé psychologiquement pendant des semaines, volontairement. Quand Sarah est rentrée ce soir-là, je lui ai dit que Sophie m'avait appelé et avait tout avoué. J'ai vu son visage devenir livide, puis elle a éclaté en sanglots, en répétant qu'elle était désolée, que ce n'était qu'une blague idiote, qu'elle n'avait jamais voulu que ça aille aussi loin, et qu'elle comptait bientôt me dire la vérité de toute façon. Mais j'étais tellement furieux que j'arrivais à peine à articuler un mot. Je lui ai dit que faire semblant de tromper son mari n'était pas une plaisanterie, que c'était une forme de maltraitance émotionnelle. Elle essayait encore de m'expliquer que ses amis lui avaient fait croire que notre mariage devenait fade, que je ne la remarquais plus, qu'elle voulait juste que je lui montre plus d'attention et de reconnaissance. Elle m'a dit que le plan avait marché, puisque j'avais été plus affectueux et plus présent ces dernières semaines. Et c'est là que ma colère a encore grandi, parce qu'elle avait raison. J'avais effectivement fait plus d'efforts, parce que je pensais qu'elle était en train de s'éloigner, voire de tomber amoureuse de quelqu'un d'autre. Je lui ai dit que ce qu'elle avait fait était malsain, manipulateur, que plutôt que de simplement me parler de son sentiment d'être négligée, elle avait préféré me faire croire qu'elle me trompait, et m'observer souffrir pendant des semaines. J'ai perdu le sommeil, j'ai perdu du poids, j'étais misérable chaque jour, à penser que mon mariage s'écroulait. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle était désolée, qu'elle avait fait une erreur. Mais voilà le problème, et c'est ce que personne ne semble comprendre quand j'en parle. Ce n'était pas juste une erreur ou une blague de mauvais goût. C'était une campagne calculée, destinée à me déstabiliser mentalement et émotionnellement, et ça a parfaitement fonctionné, exactement comme elle l'avait prévu. Ce qui signifie que Sarah, chaque jour, m'observait devenir suspicieux, inquiet, jaloux, et elle savait parfaitement pourquoi je me sentais ainsi, puisqu'elle en était la cause directe. Plus j'y réfléchissais, plus la colère montait en moi. Je me suis souvenu de chaque fois où j'avais essayé de lui parler de son comportement distant, et où elle m'avait fait passer pour quelqu'un de paranoïaque et d'insécurisé. Chaque fois que je lui demandais pourquoi elle rentrait tard, ou qui lui écrivait si tard le soir, elle me faisait sentir que j'étais contrôlant, jaloux, intrusif, alors qu'en réalité, tout était orchestré pour que je réagisse ainsi. Et le pire, c'est que ses amis trouvaient ça drôle. Elle prenait plaisir à me voir souffrir, à me voir douter de moi-même et de mon mariage. Elle devait sûrement parler de moi dans mon dos, en riant de ma naïveté, de la réussite de leur plan stupide. Et Sarah faisait partie de tout ça. Elle participait activement à me rendre ridicule, à faire de moi la cible de leur divertissement. J'ai dit à Sarah que j'avais besoin de temps pour réfléchir. Mais en réalité, je savais déjà que je ne pouvais pas passer 1 minute de plus dans cette maison. Pendant l'heure qui a suivi, j'ai commencé à jeter mes affaires dans des sacs et des cartons, au hasard, sans savoir combien de temps je serais parti. J'ai tout déposé dans un garde-meuble près de chez nous, sauf l'essentiel que j'ai emporté chez mon frère. Pendant que j'étais chez lui, je n'arrêtais pas de penser à ce que tout cela signifiait pour notre mariage. Est-ce que je pourrais lui refaire confiance un jour? Parce que si elle avait été capable de me mentir en face pendant des semaines, de me regarder souffrir, et de trouver ça justifié parce que ses amis lui avaient dit que c'était pour mon bien, alors de quoi d'autre serait-elle capable? Mon frère, mes parents, et même certains de mes amis pensent que j'en fais trop, que je devrais lui pardonner, parce qu'elle n'a pas vraiment couché avec quelqu'un, qu'elle voulait juste attirer mon attention. Mais ils ne comprennent pas ce que ça fait de vivre,
semaine après semaine, en croyant que la personne que vous aimez vous trahit, que votre mariage est un mensonge. Ils ne comprennent pas que la douleur émotionnelle causée par l'idée que votre femme vous trompe est la même, qu'elle le fasse réellement ou qu'elle fasse juste semblant. J'imaginais sans cesse Sarah avec ce Jack, je me demandais ce que j'avais fait de mal, depuis combien de temps ça durait, si elle m'avait vraiment aimé un jour, ou si elle s'était juste contentée de moi en attendant quelqu'un de mieux. Je pensais à comment nous allions diviser nos biens, où j'allais vivre, comment j'allais expliquer aux autres que mon mariage était terminé. Et toute cette souffrance mentale et émotionnelle était totalement inutile, provoquée par quelqu'un qui prétendait m'aimer. Heureusement, il y a eu un point logistique simple dans tout cela. L'appartement dans lequel nous vivons est en location, et le bail est uniquement à son nom, ce qui signifiait que c'était à moi de partir. Après 4 jours chez mon frère, j'avais pris ma décision. Je suis allé consulter un avocat spécialisé dans les divorces. Quand je lui ai raconté toute l'histoire, il m'a dit qu'il n'avait jamais entendu quelque chose d'aussi tordu, mais que la manipulation émotionnelle et l'abus psychologique étaient bel et bien des motifs recevables pour une procédure de divorce. Il m'a aussi dit que ce que Sarah avait fait révélait un manque profond de respect à mon égard et envers notre mariage. Je suis rentré à la maison et j'ai dit à Sarah que j'avais déposé une demande de divorce. Elle a complètement perdu le contrôle, elle s'est mise à hurler, à pleurer, à me supplier de ne pas la quitter, à dire qu'elle ferait tout pour se rattraper, qu'elle ne suivrait plus jamais les conseils de ses amis, qu'elle avait compris la leçon. Mais je lui ai répondu que la vraie leçon qu'elle aurait dû apprendre, c'est qu'on ne torture pas son conjoint pour se divertir, et que c'est une leçon qu'un adulte ne devrait même pas avoir besoin d'apprendre. Elle a appelé ses parents, mes parents, et a lancé une sorte de campagne pour convaincre tout le monde de me faire changer d'avis. Elle répétait que divorcer était une réaction excessive, qu'on devrait faire une thérapie de couple et traverser cette épreuve ensemble. Mais je n'ai pas envie de traverser ça, parce que je ne veux pas être marié à quelqu'un qui pense qu'il est acceptable de me manipuler émotionnellement, puis de faire comme si c'était moi le problème quand je refuse d'accepter ce comportement. Ses amis, Sophie et Isabelle, ont même eu l'audace de m'appeler pour me dire que j'étais trop sensible, que ce n'était qu'une blague sans conséquence, que Sarah avait compris et qu'elle ne referait jamais ça. Je leur ai répondu que si elles pensaient que ce qu'elles avaient fait était inoffensif, alors elles étaient encore plus dérangées que je ne l'imaginais, et qu'elles avaient probablement détruit mon mariage juste pour se distraire, parce qu'elles ne supportaient pas de voir quelqu'un d'autre heureux pendant que leur propre vie sentimentale partait en fumée. Sophie s'est braquée, elle a dit que Sarah n'arrêtait pas de se plaindre que je n'étais pas assez romantique, que je ne faisais pas attention à elle, qu'elle voulait juste l'aider à obtenir ce qu'elle méritait dans son mariage. J'ai répondu que si Sarah avait des problèmes dans notre couple, elle aurait dû m'en parler, au lieu de comploter avec ses copines frustrées pour me faire des jeux psychologiques. Ce qui me dépasse, c'est que Sarah ne semble toujours pas comprendre pourquoi ce qu'elle a fait est si grave. Elle se focalise uniquement sur le fait qu'elle n'a pas réellement trompé, que tout était faux, comme si ça changeait quoi que ce soit. Elle n'arrive pas à saisir que l'impact émotionnel pour moi était exactement le même que si elle m'avait trompé pour de vrai, et que le fait qu'elle ait fait ça volontairement rend la chose encore pire, pas meilleure. Je suis chez mon frère depuis maintenant 2 semaines. Sarah m'envoie des messages sans arrêt, elle me supplie de revenir à la maison pour parler, elle m'a écrit un long email où elle admet qu'elle a fait une erreur, qu'elle veut faire une thérapie de couple et reconstruire notre confiance. Mais je ne pense pas que la confiance puisse se reconstruire après une chose pareille. Parce que, comment pourrais-je savoir qu'elle ne recommencera pas, si jamais ses amis lui donnent encore de mauvais conseils? Tout le monde continue à me demander si je suis vraiment prêt à jeter 8 années de mariage pour un seul incident. Mais ce n'est pas un incident. C'est 6 semaines de mensonges organisés, de manipulations délibérées, et c'est surtout la prise de conscience que ma femme pense si peu à moi qu'elle a été prête à me faire vivre un enfer émotionnel, juste pour voir si je serais capable de me battre pour attirer son attention. Les papiers du divorce ont été remis hier. Sarah m'a appelé en larmes, elle me suppliait de reconsidérer, elle m'a dit qu'elle couperait tout contact avec Sophie, Isabelle et Valérie, qu'elle ferait tout pour regagner ma confiance. Mais je lui ai répondu que le problème, ce n'était pas ses amis. Le vrai problème, c'est qu'elle a cru que ce qu'elle lui proposait était une bonne idée. Je sais que certaines personnes pensent que je suis trop dur, qu'il faut lui laisser une chance. Mais je repense sans cesse à ces semaines où je ne pouvais ni dormir ni manger correctement, tellement j'étais angoissé à l'idée de la perdre. Et je me rappelle qu'elle me regardait passer par là, qu'elle savait exactement ce qui se passait dans ma tête, et qu'elle a laissé faire, en silence. Et ça, je n'arrive pas à le digérer. Peut-être que si elle m'avait tout avoué au bout de quelques jours, j'aurais pu lui pardonner. Mais elle a laissé ça durer pendant des semaines. Et si Sophie ne s'était pas saoulée ce soir-là, elle aurait laissé ça durer encore plus longtemps. Rien que ça me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur qui elle est vraiment. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Je divorce. Et tout le monde pense que je suis fou de quitter ma femme pour ce qu'ils appellent une blague inoffensive.
Mais je sais que ce n'était pas une blague, et que ce n'était certainement pas inoffensif. C'était une trahison de tout ce que représente le mariage. Et je refuse de passer le reste de ma vie à me demander quelles autres épreuves elle pourrait m'inventer pour tester mon amour. Je culpabilise de divorcer pour ça, parce que tout le monde autour de moi me fait sentir que c'est moi qui exagère. Mise à jour 1. Bon sang. Je ne m'attendais pas à ce que ça explose comme ça. J'ai lu tous les commentaires et les messages. Et je dois dire que c'est à la fois réconfortant et bouleversant de voir autant de gens qui comprennent pourquoi tout cela est si important à mes yeux. Beaucoup m'ont demandé plus de détails sur ce que Sarah a réellement fait pendant ces 6 semaines, et comment ses amis étaient impliqués. Alors je vais essayer de combler quelques trous, car honnêtement, écrire tout ça la première fois m'a fait du bien, ça m'a aidé à mettre de l'ordre dans ma tête. Le cercle d'amis de Sarah est composé de Sophie, qui a divorcé il y a 2 ans après avoir découvert que son mari la trompait avec sa secrétaire, Isabelle, qui a divorcé 2 fois et qui sort actuellement avec un type rencontré sur une appli de rencontre, dont elle se plaint constamment, et Valérie, qui s'est séparée de son mari l'an dernier, et dont le divorce a été finalisé il y a quelques mois. Elles se retrouvent tous les jeudis soirs pour ce qu'elles appellent leur « soirée vin », qui est en réalité une séance de dénigrement des hommes et des relations. Je pensais que c'était inoffensif, je l'encourageais même à y aller, parce qu'elle semblait s'amuser, et je me disais que tout le monde a besoin d'amis et de moments à soi. Mais maintenant, je réalise que ces femmes l'empoisonnaient contre moi depuis des mois, en lui disant que je me reposais sur mes acquis, que je ne l'appréciais plus, qu'elle devait provoquer un électrochoc pour me rappeler ce qu'elle valait. Les choses spécifiques que Sarah a faites pendant ces 6 semaines sont encore pires que ce que j'ai raconté au départ. Elle s'est remise au sport, elle a acheté de nouveaux vêtements. Et quand je la complimentais, elle restait vague, en disant qu'elle voulait juste se sentir mieux dans sa peau, ce qui m'a fait croire qu'elle voulait plaire à quelqu'un d'autre. Elle est aussi devenue très critique envers moi, ce qu'elle n'avait jamais été auparavant. Elle commentait la façon dont je m'habillais pour le travail, elle suggérait que je devrais changer de coupe de cheveux, elle me demandait pourquoi je ne planifiais plus jamais de surprises ou de sorties romantiques. À l'époque, je croyais qu'elle traversait une crise de la quarantaine. Mais maintenant, je sais qu'elle suivait un script que ses amis lui avaient donné, dans le but de me faire me sentir en insécurité et inadéquat. Les appels et les messages étaient également faux. Sophie et Isabelle envoyaient des textos à Sarah à des heures aléatoires et l'appelaient en soirée, pour qu'elle puisse agir de manière secrète et coupable. Elles allaient même jusqu'à faire des recherches sur ce fameux Jack, son collègue, pour lui fournir des détails crédibles à glisser dans la conversation. Elles l'avaient trouvé sur les réseaux sociaux, ont vu qu'il avait une moto et qu'il aimait l'escalade, afin que Sarah ait des informations qui paraissaient authentiques à raconter. Mais voici ce qui me dépasse totalement. Sarah m'a avoué qu'elles avaient élaboré un véritable calendrier pour leur plan. Elles avaient prévu que cela dure 2 à 3 mois, avec plusieurs phases bien définies. Chaque phase devait faire monter les soupçons et ma jalousie, afin que je devienne de plus en plus désespéré de la récupérer. La première phase consistait à devenir distante et mystérieuse. La deuxième phase, c'était les faux textos, les appels, et les heures supplémentaires au travail. La troisième devait être celle où elle sortirait vraiment le soir, rentrerait tard, avec des signes évidents qu'elle avait été avec un autre homme. Et la quatrième phase, c'était carrément qu'elle passe des nuits entières dehors, me laissant croire qu'elle vivait une véritable liaison. Dieu merci, Sophie s'est enivrée et a ruiné leur plan avant qu'elle n'arrive aux phases 3 et 4. Parce que sincèrement, je ne sais pas comment j'aurais supporté de penser que ma femme passait ses nuits avec un autre homme. Rien que ce qu'elle m'a fait pendant les phases 1 et 2 m'avait déjà détruit. Sarah a aussi reconnu qu'elle prenait des photos et des vidéos d'elle pendant toute cette mascarade. Elle documentait à quel point j'étais bouleversé, inquiet, et comment leur plan fonctionnait. Elle trouvait ça drôle que je lui apporte des fleurs, que j'organise des soirées romantiques, que je fasse tout pour sauver notre mariage. Et peut-être que le pire, dans tout ça, c'est qu'elle filmait littéralement ma douleur, et en faisait un spectacle. Et Sarah non seulement était au courant, mais elle y participait activement, en leur racontant comment je réagissais à chaque nouveau mensonge. Beaucoup de personnes dans les commentaires m'ont demandé si Sarah semblait apprécier ce qu'elle faisait, ou si elle paraissait en conflit intérieur. Honnêtement, avec du recul, je pense qu'elle tirait une certaine excitation du contrôle et du pouvoir que ça lui donnait. Elle avait une énergie étrange pendant ces semaines, une forme d'enthousiasme que je n'avais pas vue depuis des années. Je croyais qu'elle tombait amoureuse d'un autre. Mais maintenant, je suis convaincu que ce qu'elle aimait, c'était manipuler la situation. Elle rentrait du travail avec ce sourire énigmatique, elle m'observait en silence essayer de deviner ce qui clochait, et quand je lui posais des questions, elle me donnait juste assez d'éléments pour alimenter mes doutes, sans jamais me rassurer. Et il y a eu des moments où je l'ai surprise à m'observer avec un air presque amusé, devant mon anxiété et ma confusion. J'ai aussi appris que ses amis lui donnaient des conseils pour me faire du gaslighting.
par exemple, quand je l'ai confrontée sur son mensonge concernant sa sœur, elle lui avait dit de retourner la situation contre moi, de me faire sentir coupable de ne pas lui faire confiance, de me faire passer pour paranoïaque et possessif. Et c'est exactement ce qu'elle a fait. Quand j'ai voulu lui parler de son comportement distant, elles lui ont dit de me faire croire que j'étais trop collant, trop dépendant, que je devais lui laisser de l'espace. Là encore, c'est mot pour mot ce qu'elle m'a dit. Tout ce plan ressemblait à une attaque psychologique coordonnée, faite pour me faire douter de moi, de mes perceptions, et me faire croire que j'étais le problème. Plus j'en apprends sur ce qu'elles ont réellement fait, plus je suis convaincu d'avoir pris la bonne décision en demandant le divorce. Parce que ce n'était pas une simple blague qui a dégénéré. C'était une campagne préméditée de maltraitance émotionnelle, menée pour leur divertissement. Sarah me laisse des messages vocaux tous les jours, elle me supplie de lui laisser une seconde chance, elle promet qu'elle ne parlera plus jamais à ses amis, qu'elle fera tout ce qu'il faut pour réparer les choses. Mais le mal est fait, et je ne pense pas qu'il soit possible de revenir après ça. Ses parents, et même sa sœur, m'ont aussi appelé pour me demander de lui redonner une chance. Ils disent qu'elle a compris la leçon, que tout le monde fait des erreurs. Mais ce n'était pas une erreur. C'était un choix, qu'elle a renouvelé chaque jour pendant 6 semaines. Elle a eu plusieurs occasions de tout arrêter, de me dire la vérité, mais elle a choisi de continuer. Sa sœur est même allée jusqu'à dire que j'étais cruel, parce que je refusais de parler à Sarah pour essayer de sauver notre couple. Je lui ai répondu que la cruauté, c'est de regarder son conjoint souffrir, douter, se remettre en question, tout en sachant parfaitement pourquoi, et en continuant sciemment à provoquer cette souffrance. Le divorce suit son cours. Et honnêtement, je me sens plus en paix chaque jour. Surtout en découvrant à quel point tout cela avait été réfléchi, organisé, prémédité. Je réalise maintenant que la femme que je croyais avoir épousée n'existe pas. La vraie Sarah est quelqu'un qui pense qu'il est acceptable de torturer la personne qu'elle prétend aimer, juste pour s'amuser. Certaines personnes m'ont demandé si je n'avais pas peur de faire une erreur, si je n'allais pas regretter ma décision plus tard. Mais sincèrement, j'ai l'impression de voir clair pour la première fois depuis des semaines. Et ce que je vois, c'est que je mérite mieux que quelqu'un qui me ferait une chose pareille. Mise à jour 2. Les choses ont encore empiré depuis ma dernière publication. Et franchement, je ne sais plus si je dois en rire ou en pleurer. Mais je voulais tenir tout le monde au courant, car il y a eu de nouveaux développements qui rendent cette histoire encore plus absurde qu'elle ne l'était déjà. Apparemment, Sarah a décidé que puisque supplier et pleurer ne marchait pas, elle devait changer d'approche. Elle affirme maintenant que toute cette histoire de fausse liaison, c'est de ma faute. Parce que je ne lui prêtais pas assez d'attention, qu'elle se sentait négligée et non appréciée dans notre mariage. Hier, elle m'a envoyé un long message où elle m'expliquait qu'elle m'avait lancé des signaux pendant des mois, qu'elle voulait plus de romantisme, plus d'attention, et que je les avais ignorés. Elle dit qu'elle n'a pas eu d'autre choix que de faire quelque chose de radical pour me faire réagir. Et elle a réellement écrit cette phrase. Tu m'as forcé à simuler une liaison. Ce qui est, probablement, la chose la plus insensée que j'ai jamais entendue dans toute ma vie. Selon sa nouvelle version des faits, ce n'était pas du tout une plaisanterie. C'était une tentative légitime de me faire comprendre ses besoins, après que j'ai ignoré ses signaux plus subtils. Et elle semble vraiment croire que ce qu'elle a fait était justifié, parce que je ne répondais pas à ses besoins émotionnels. J'ai montré ce message à mon avocat, et il a simplement secoué la tête, en me disant qu'il n'avait jamais vu quelqu'un s'enfoncer aussi efficacement. Parce que maintenant, au lieu de simplement admettre qu'elle avait fait une erreur et demander pardon, elle essaie carrément de justifier ce qu'elle a fait et de me faire porter la responsabilité de l'avoir poussée à agir ainsi. Mais attendez, ça devient encore pire. Apparemment, Sarah a commencé à parler de notre situation à d'autres amis et collègues. Elle raconte aux gens que je demande le divorce parce qu'elle a essayé de mettre un peu de piment dans notre mariage, et que je suis un mari jaloux et contrôlant qui ne supporte pas qu'elle ait tenté de rendre notre relation plus excitante. J'ai découvert cela parce que mon ami David travaille dans la même entreprise que Sarah, et il m'a pris à part hier pour me demander ce qui se passait vraiment, car tout le monde là-bas dit que je divorce à cause d'un simple jeu de séduction et de jalousie, et que je réagis de manière totalement excessive. David me connaît suffisamment pour savoir que ça ne me ressemblait pas, alors il m'a demandé la vraie version. Quand je lui ai raconté ce qui s'était réellement passé, il était choqué. Il m'a dit que Sarah avait présenté toute cette histoire comme de simples taquineries pour attirer mon attention, et non comme une campagne de manipulation psychologique. Maintenant, je dois affronter le fait que Sarah est activement en train de réécrire l'histoire, et de me faire passer pour le méchant auprès de quiconque veut bien l'écouter. Et je suis sûr que ses copines divorcées appuient sa version, puisque ce sont elles qui ont imaginé ce plan absurde dès le départ. J'ai décidé que je devais me protéger face à ce récit qu'elle essaie d'imposer.
J'ai donc sauvegardé tous les messages vocaux qu'elle m'a laissés juste après que j'ai découvert la vérité, où elle pleure, s'excuse et admet que tout était faux, qu'elle avait fait une terrible erreur. Parce que je sens que je vais devoir fournir des preuves de ce qui s'est vraiment passé, le jour où elle tentera de me faire passer pour le bourreau. En parlant de ses amis, Sophie a apparemment repris ses esprits après sa beuverie et s'est rendu compte qu'elle avait fait exploser tout leur plan. Elle m'a appelé pour tenter de limiter les dégâts et me convaincre que ce qu'elles avaient fait n'était pas si grave, que je devrais redonner une chance à Sarah. Mais au lieu d'aider Sarah, elle a empiré les choses, en révélant encore plus de détails sur la planification méticuleuse de toute cette affaire. Elle m'a dit qu'elle préparait cela depuis 3 mois avant même de commencer à le mettre en œuvre, qu'elles avaient recherché différentes méthodes pour rendre un homme jaloux et possessif, et qu'elles avaient opté pour la fausse liaison parce qu'elles pensaient que ce serait la méthode la plus efficace pour me faire réagir et me pousser à être un meilleur mari. Elle a aussi mentionné qu'elle documentait tout dans une conversation de groupe, partageant les réactions que j'avais, célébrant chaque fois que leur plan me rendait plus anxieux ou plus attentif. Et elles avaient même donné un nom à leur projet, Opération Réveil. Rien que d'y penser, ça me donne la nausée. Mais le détail qui m'a vraiment fait bouillir, c'est quand Sophie m'a dit qu'elles étaient en fait déçues que j'ai mis aussi longtemps à confronter Sarah à propos de cette supposée liaison. Elles pensaient que je deviendrais jaloux et possessif beaucoup plus tôt. À un moment, elles ont même commencé à se demander si je me souciais vraiment de Sarah, si j'étais capable de me battre pour elle. Donc, non seulement elles m'ont torturé pendant 6 semaines, mais elles ont aussi critiqué ma manière de réagir, comme si j'étais un cobaye qui ne réagissait pas correctement à leur expérience. Sophie m'a aussi avoué qu'Isabelle avait suggéré d'aller encore plus loin, que Sarah sorte carrément avec un autre homme, pour voir jusqu'où elle pouvait me pousser avant que je ne craque. Heureusement, elles ont abandonné cette idée, parce qu'elles avaient peur que je finisse par engager un détective privé, ou que je découvre leur plan par un autre moyen. Le simple fait qu'elles aient envisagé d'aller aussi loin prouve à quel point ces femmes n'ont aucune limite, aucun sens de la décence. Elles auraient continué à me briser mentalement jusqu'à ce que je ne tienne plus, si elles n'avaient pas été stoppées par leurs propres bêtises. J'ai aussi découvert que les parents de Sarah savaient qu'il se passait quelque chose. Elle leur avait demandé conseil sur comment me rendre plus romantique et attentionné, mais elle leur avait dit qu'elle voulait juste organiser des surprises et casser la routine. Ils n'avaient aucune idée qu'elle préparait une fausse liaison. Quand ils ont découvert la vérité après que j'ai déposé la demande de divorce, ils ont été horrifiés. Ils ont dit à Sarah que ce qu'elle avait fait était inacceptable. Mais malgré tout, ils essaient encore de me convaincre de lui laisser une autre chance, parce qu'ils ne veulent pas voir le mariage de leur fille s'effondrer à cause de cela. Son père m'a appelé hier. Il m'a dit qu'il comprenait pourquoi j'étais en colère, mais que Sarah avait compris la leçon, et que le divorce lui semblait être une réaction trop extrême. Je lui ai répondu que ce que sa fille avait fait était extrême, et que ma réaction était proportionnelle au mal qu'elle m'avait causé. Je lui ai aussi dit que si une autre personne, autre que Sarah, avait fait ça, si un inconnu avait passé 6 semaines à me faire croire que ma femme me trompait, juste pour se divertir, il me dirait probablement de porter plainte. Et le fait que ce soit sa fille n'enlève rien à la gravité ni à la cruauté de ce qu'elle a fait. Il n'a pas su quoi me répondre, et je pense qu'il commence à comprendre que ce n'est pas juste une dispute de couple, pas quelque chose qu'on peut régler avec des excuses et des séances de thérapie. La procédure de divorce suit son cours. Mon avocat m'a dit qu'on devrait pouvoir régler tout ça assez rapidement, puisque nous n'avons pas d'enfants et que nos finances ne sont pas particulièrement compliquées. Et franchement, je veux juste que tout soit terminé, pour pouvoir commencer à reconstruire ma vie, sans avoir à gérer les tentatives de Sarah de manipuler le récit. Je prévois aussi de déménager dans un autre quartier une fois le divorce finalisé, parce que je ne veux plus croiser Sarah ni ses amis, ni à l'épicerie, ni à la salle de sport, ni nulle part ailleurs. Et je me dis qu'un nouveau départ dans un nouvel environnement m'aidera à laisser tout ce cauchemar derrière moi. Certaines personnes m'ont demandé si Sarah me manquait, ou si j'avais des doutes sur le divorce. Et honnêtement, ce qui me manque, c'est la personne que je croyais qu'elle était. Mais pas la personne qu'elle s'est révélée être. En réalité, je suis soulagé d'avoir découvert de quoi elle était capable, avant qu'on ait des enfants, qu'on achète une maison, ou qu'on s'engage encore plus loin. Je ne peux pas m'empêcher de penser à ce qui se serait passé si Sophie ne s'était pas enivrée et n'avait pas dévoilé leur secret. Pendant combien de temps encore Sarah aurait-elle été prête à me laisser souffrir, à croire qu'elle me trompait? J'ai compris que la femme que je croyais avoir épousée n'aurait jamais été capable de me regarder traverser cette douleur sans me dire la vérité. Mais la vraie Sarah m'a regardé perdre du poids, perdre le sommeil, vivre dans l'angoisse permanente, et non seulement elle ne s'en est pas voulu, mais en plus elle prenait plaisir à tout ça, et elle en faisait le compte-rendu à ses amis pour leur montrer que leur plan fonctionnait bien. Ce n'est pas une personne avec qui je veux être marié. Et ce n'est pas quelqu'un en qui je pourrais un jour refaire confiance. J'ai fini de culpabiliser pour avoir voulu me protéger de quelqu'un qui, clairement, n'a pas mes intérêts à cœur.
Mise à jour 3. Je pensais avoir terminé de raconter cette histoire, mais quelque chose s'est passé hier qui était tellement incroyable que je dois le partager. Je n'aurais jamais pu inventer un truc pareil, même en essayant. C'est comme si Sarah et ses amis étaient déterminés à me prouver qu'elles sont encore pires que ce que je pensais. Le divorce avance normalement, et nous sommes censés tout finaliser la semaine prochaine. Je croyais que le drame était derrière moi, à part les tentatives occasionnelles de Sarah de me contacter et de me supplier de reconsidérer. Mais apparemment, ses amis ont décidé qu'elle devait faire une dernière tentative pour arranger la situation. C'est ainsi qu'Isabelle m'a appelé hier après-midi pour me dire qu'elle voulait me voir, pour parler de Sarah et de la possibilité de sauver notre relation. Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté de la rencontrer pour un café, parce que j'étais curieux de savoir ce qu'elle pouvait bien dire qui pourrait changer quoi que ce soit. Nous nous sommes retrouvés dans un café, et Isabelle a commencé par s'excuser pour son rôle dans toute cette histoire de fausse liaison, en disant qu'elle réalisait maintenant que c'était une erreur, qu'elles étaient allées trop loin. Et j'ai cru, pendant un instant, qu'elle allait enfin prendre ses responsabilités. Mais ensuite, elle m'a dit qu'elle avait une confession à faire, quelque chose qu'elle devait me dire, qui pourrait, selon elle, changer ma vision du divorce. Elle avait l'air sérieuse, dramatique même, comme si elle s'apprêtait à révéler un secret immense qui allait tout expliquer. Ce qu'elle m'a dit ensuite était tellement absurde que j'ai commencé à rire. Isabelle m'a affirmé que la vraie raison pour laquelle elles avaient imaginé ce plan de fausse liaison, c'était parce que Sarah leur avait confié qu'elle soupçonnait que je la trompais, et qu'elles avaient pensé qu'en me rendant jaloux, elle pourrait prouver ma fidélité ou révéler une éventuelle infidélité de ma part. Selon cette nouvelle version, Sarah était inquiète depuis des mois parce que je travaillais parfois tard, que j'avais changé le mot de passe de mon téléphone, et que j'allais plus régulièrement à la salle de sport. Elle aurait demandé conseil à ses amis pour savoir si ses soupçons étaient fondés. Isabelle m'a dit qu'elles avaient suggéré le plan de la fausse liaison comme test de fidélité. Si je la trompais, je m'en ficherais qu'elle semble me tromper aussi. Mais si j'étais fidèle, je deviendrais jaloux et je me battrais pour sauver notre mariage, ce qui prouverait que je l'aimais encore. Je l'ai regardée un instant, sans dire un mot, parce que c'était tellement ridicule que je n'arrivais pas à croire qu'elle s'attendait à ce que je la prenne au sérieux. Je lui ai alors demandé pourquoi Sarah n'avait jamais parlé de ses soupçons lors de toutes nos discussions sur le divorce, et pourquoi elle n'avait rien mentionné à ce sujet quand elle s'excusait et me suppliait de revenir. Isabelle a bafouillé, disant que Sarah avait trop honte de ses soupçons, qu'elle ne voulait pas m'accuser sans preuve, alors elle s'était contentée d'en parler à ses amis, et de leur demander des conseils pour gérer la situation. Mais voilà le problème. Je sais que c'est du pur mensonge. Sarah n'avait aucune raison d'être suspicieuse. Je n'ai jamais trompé qui que ce soit dans ma vie, et je n'en ai jamais eu envie. Et les soi-disant signes qu'Isabelle a mentionnés sont juste des trucs normaux, que n'importe quel adulte marié reconnaîtrait comme totalement innocents. Je travaille parfois tard parce que j'ai des délais à respecter, des projets qui demandent des heures supplémentaires. J'ai changé le mot de passe de mon téléphone parce que j'ai eu un nouveau téléphone, et que je devais sécuriser mes applications professionnelles. Et j'ai commencé à aller plus souvent à la salle de sport parce que mon médecin m'a dit, lors de mon dernier bilan de santé, que je devais faire plus d'exercice. Aucune de ces choses ne justifierait qu'une personne normale suspecte une infidélité. Et Sarah n'a jamais agi comme si elle était inquiète à propos de quoi que ce soit. Elle ne m'a jamais posé de questions sur mes heures de travail, ni sur mon téléphone, ni fait le moindre commentaire sur la salle de sport. Je sais donc qu'Isabelle invente tout ça pour essayer de justifier ce qu'elles ont fait. Je lui ai dit que son histoire ne tenait pas debout, que ça ressemblait à une tentative maladroite de réécrire l'histoire pour faire passer Sarah pour la victime, au lieu de la responsable. Elle s'est braquée, en disant que j'étais déraisonnable, que Sarah s'était vraiment inquiétée pour notre mariage. Puis elle a ajouté que même si les soupçons de Sarah étaient faux, le plan de la fausse liaison avait en réalité fonctionné, parce que j'étais devenu plus attentionné et plus romantique, et que notre mariage aurait pu être plus solide que jamais si je n'avais pas surréagi en demandant le divorce. Je lui ai répondu que notre mariage aurait effectivement été plus solide si Sarah m'avait simplement parlé de ses inquiétudes au lieu de comploter avec ses copines amères pour me torturer psychologiquement. Et le fait qu'elle ait pensé que mentir et manipuler étaient de meilleures options que la communication honnête me disait tout ce que j'avais besoin de savoir sur elle et sur ses amis. Je me suis levé, j'ai dit à Isabelle d'effacer mon numéro, et de transmettre le message à ses copines ainsi qu'à mon ex-femme. J'ai dit que la seule personne que je voulais entendre à partir de maintenant, c'était mon avocat, et que chaque nouvelle tentative de manipulation ne faisait que renforcer ma décision. Je suis sorti du café, la laissant là, bouche bée. Je suis monté dans ma voiture et j'ai roulé un moment, essayant de digérer l'audace de leur dernier mensonge. Elles étaient passées de « ce n'était qu'une blague » à « tu l'as poussé à le faire », puis à « c'était un test de fidélité ». C'était comme assister à un cours magistral de déviation et de gaslighting.
Et honnêtement, c'était presque impressionnant par sa perversité. Elles étaient tellement investies dans leur version des faits qu'elles inventaient de nouvelles réalités entières pour ne pas avoir à assumer la moindre responsabilité. J'en ai fini d'être la cible de leurs blagues. Et la chute de leur sketch, c'est que je suis enfin libre. Mise à jour 4. C'est enfin terminé. Après 8 mois de l'histoire la plus absurde, la plus interminable que vous puissiez imaginer, le divorce est final. 8 mois. Et je vous jure, chaque jour de ces 8 mois, Sarah ou l'une de ses brillantes copines trouvait un nouveau moyen de me faire douter de ma santé mentale. Mais aujourd'hui, j'ai dépassé tout ça. Et honnêtement, je me sens vide. La dernière fois que je vous ai donné des nouvelles, Isabelle m'avait sorti cette absurdité à propos d'un soi-disant test de fidélité. Je pensais que c'était le sommet de leur délire. Mais je me trompais. Oh, je me trompais tellement. Pendant les mois qui ont suivi, la stratégie de Sarah a changé. Elle oscillait entre jouer la victime et m'envoyer des emails froids et impersonnels via son avocat. Comme si ce n'était pas la même personne qui me laissait des messages vocaux en pleurs quelques semaines plus tôt. Un jour, elle racontait à nos amis communs que je l'avais abandonnée au moment où elle était au plus bas. Et le lendemain, son avocat m'envoyait une demande formelle pour récupérer un putain de service à fondu qu'on avait reçu en cadeau de mariage. Ses parents ont continué à tenter une médiation. Ce qui voulait surtout dire qu'ils me demandaient de lui pardonner et d'oublier, parce que le mariage, c'est difficile. J'ai dû dire franchement à son père que oui, le mariage peut être difficile. Mais ce que sa fille avait fait, ce n'était pas un mariage. C'était un jeu cruel. Et que je refusais d'y participer davantage. Je pense que là, il a enfin compris. Parce qu'ils ont arrêté d'insister après ça. Et vous n'allez pas le croire, mais pour la dernière séance de médiation, Sarah est venue accompagnée de Valérie, pour un soutien émotionnel. Valérie. L'une des architectes de l'opération Réveil. Elle est restée assise là, avec cet air suffisant, comme si elle était une experte en relations de couple. J'ai regardé mon avocat et je lui ai dit que je ne prononcerais pas un mot tant que cette femme serait dans la pièce. Le médiateur a dû lui demander de partir. Et Sarah agit comme si je venais de commettre un crime impardonnable, juste parce que je ne voulais pas que l'une des personnes qui avait orchestré ma torture mentale assiste au partage de nos biens. On ne pourrait pas inventer un truc pareil. Le jour où les papiers ont été officiellement signés était étrange. J'ai reçu l'email de mon avocat. Et c'était tout. Je vis encore chez mon frère pour le moment. Je cherche un nouvel appartement. J'avais besoin de temps pour décompresser, pour ne pas être dans cette maison qu'on partageait. Je sais que j'ai pris la bonne décision. Je n'en doute pas une seconde. Mais c'est encore difficile d'accepter que c'est ma vie maintenant. Divorcé à 36.